3, 2, 1. Here we go! Alors bonjour ou rebonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent, qui nous suivent sur cette édition Cyclo 2021 Nouvelle-Aquitaine. Nous nous trouvons à Bordeaux, comme vous le savez, avec certains de nos intervenants, experts ou intervenantes, pour les différentes tables rondes et conférences qui vous sont proposées depuis maintenant 3 jours. Nous sommes dans cette troisième journée avec de nouvelles conférences et nous allons commencer celle-ci sans plus tarder, cette conférence consacrée à la gestion durable des eaux grâce à l'épuration végétale. Je vais vous présenter dans un instant les intervenants qui vont s'exprimer devant vous, à qui vous pourrez éventuellement vous adresser à travers le chat en nous suivant en direct sur YouTube. Vous avez la possibilité sur votre écran de poser des questions à nos intervenants si vous le souhaitez pour obtenir toute précision utile après leurs interventions. Alors depuis 2014, la Fédération professionnelle des entreprises du secteur de l'épuration végétalisée, la FEV, regroupe des entreprises qui disposent d'un savoir spécialisé dans ce domaine. Alors avec un recul de près de 30 ans maintenant, la filière est reconnue pour ses nombreux avantages et ses diverses applications. Alors pourquoi choisir l'épuration végétalisée? Pour quel territoire? Comment? Lors de cette conférence, cette fédération dressera un panorama des arguments en faveur de ce type de procédé, bien sûr, et nous aurons 2 retours d'expérience pour illustrer tout ça à travers des projets qui compléteront ce propos introductif par des éléments concrets sur le terrain. Alors pour commencer, c'est François Cornet qui est présent parmi nous ici à Bordeaux, qui est président de cette fédération professionnelle des entreprises du secteur de l'épuration végétalisée et qui interviendra avec la secrétaire de la FEV en binôme, Joël Pin, qui est avec nous à distance. Elle est en visio. Elle interviendra quand vous nous l'indiquerez, monsieur Cornet. Vous nous expliquerez ensemble les bonnes raisons de choisir l'épuration végétalisée et les diverses applications après l'introduction que vous allez nous proposer. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, la Fédération de l'épuration végétalisée a donc été créée en 2014 pour regrouper l'ensemble des professionnels spécialisés dans l'épuration végétalisée. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur ce que c'est que l'épuration végétalisée. Donc, l'objectif, c'est de faire connaître cette technique d'épuration et de promouvoir sa diffusion au sein des applications potentielles et de la clientèle potentielle. Je vais passer les diapositives. Voilà. Actuellement, donc, la FEV regroupe une quinzaine d'entreprises qui sont soit des constructeurs de stations d'épuration végétalisées, principalement des filtres plantés de roseaux, mais pas que, et un certain nombre de fabricants de matériel spécialisé pour la réalisation de ces stations, ou de producteurs de plants, notamment de plants de roseaux, qui sont un des ingrédients, si je puis dire, de ces stations d'épuration. Nous avons développé un partenariat très étroit avec l'INRAE par rapport à ces techniques d'épuration. L'INRAE est donc le centre de recherche public en charge des études et du développement des procédés d'épuration, notamment pour les collectivités rurales, au départ en France. Donc on est en plein dans le sujet, vu que l'épuration végétalisée, dans ses applications aujourd'hui, concerne principalement les petites collectivités, donc essentiellement les collectivités rurales. Voilà. Donc la collaboration avec l'INRAE se traduit aujourd'hui en ce moment par un projet important qui nous tient très à cœur, qui est le projet Everex, qui sert, dont l'objectif est double. C'est d'une part faire le bilan, après, vous l'avez dit, bientôt une trentaine d'années d'expérience, faire le bilan des réalisations qui ont été faites depuis cette époque-là, de façon à en tirer des enseignements pertinents pour l'amélioration continue de cette filière.
Et le deuxième point, c'est améliorer le cahier des charges pour la réalisation de ces stations, supprimer ce qui est superflu, ce qui est erroné, et favoriser ce qui va encourager la réalisation par toutes les entreprises de stations d'épuration de qualité. Voilà. Donc l'épuration végétalisée, qu'est-ce que c'est? C'est ce que les Américains appellent une nature-based system, c'est-à-dire des solutions fondées sur la nature, qui associent, qui utilisent les synergies entre trois éléments importants: le sol, la plante et les micro-organismes. Alors c'est vrai que dans notre titre, on a valorisé végétalisé parce que c'est ce qui nous distingue le plus des stations d'épuration dites conventionnelles. C'est peut-être ce qu'il y a le plus visible aussi. Voilà, c'est ce qui se voit effectivement, c'est la partie émergée hors sol de ces stations d'épuration. Mais il faut bien garder à l'esprit que c'est la synergie entre ces trois éléments. Une station d'épuration de type filtre planté de roseau, donc une station végétalisée, ne fonctionnerait pas sans les micro-organismes et sans le support de culture adapté. Donc ça, c'est très important. Comme vous le disiez, ces stations ont connu un très fort développement depuis une trentaine d'années. La plus ancienne référence en France, qui était un petit peu expérimentale, approche maintenant même des 40 ans d'utilisation. Monsieur Chanceau en parlera tout à l'heure. Et Joël Pin vous présentera un développement historique de cette filière pour bien voir l'évolution de son développement au cours du temps. Un point qui me paraît important de soulever aujourd'hui dans le contexte de réchauffement climatique que l'on connaît, c'est l'extrême économie de ces filières d'épuration. En matière de fonctionnement. En matière de fonctionnement. Il faut savoir qu'une station d'épuration conventionnelle de type bout activé consomme 3,2 en moyenne, 3,2 kW par kilogramme de DBO5 éliminé. 1 kg de DBO5, c'est pas beaucoup, c'est la production journalière de 17 personnes. Donc 3,2 kW pour 17 personnes, énorme, oui, c'est 2 radiateurs allumés en permanence, 2 radiateurs courants, 1500 watts, allumés en permanence pour éliminer la pollution de 17 personnes. À côté de ça, une filière végétalisée, si on est dans une situation favorable où on bénéficie d'une ressource hydraulique, c'est-à-dire d'un dénivelé disponible, la consommation est nulle, la consommation d'énergie est nulle. Voilà. Tout ça pour des résultats, des performances équivalentes. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Cornet, pour ces propos introductifs. Pour en savoir un petit peu plus, donc, je fais appel à Madame Joël Pin, qui est secrétaire de cette même fédération, pour nous en dire un peu plus sur les procédés utilisant des végétaux. Sur cette solution durable de traitement des eaux, vous nous proposez en fait un focus sur les avantages de ces procédés et ces différentes applications. Madame Pin, vous nous entendez ? Alors, nous ne vous entendons pas. Je ne sais pas si c'est votre micro qui ne serait pas allumé. Voilà, ça y est, je crois qu'on vous entend. Ok, donc écoutez, merci, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous dresser un petit panorama sur la situation aujourd'hui des filtres plantés de roseau, parce qu'il s'agit bien là du nom le plus courant qu'on donne à ces systèmes d'épuration. Donc un petit panorama sur la situation en France et sur son évolution. Donc sur la slide suivante, vous allez pouvoir voir l'évolution de ce procédé. Donc comme disait François, les premières installations datent des années 80, avec notamment l'installation la plus connue de Ginsac-la-Palud en Charente. Et puis après, donc on a eu une évolution, alors un peu timide au départ, parce qu'il s'agissait d'abord de faire ses preuves sur cette première installation et d'avoir vraiment la confirmation du bon fonctionnement et des bonnes performances de ces systèmes. Et puis à partir des années 2000, on a eu une croissance exponentielle, on va dire, jusque dans les années 2010 de ce système pour atteindre aujourd'hui plus de 4000 installations sur le territoire national. Donc après, vous voyez une petite baisse de 2015 à peu près,
Alors cette baisse, c'est pas que le système, voilà, ne donne pas satisfaction, mais c'est qu'on a un parc aujourd'hui, d'installations qui est, assez bien, enfin qui est assez bien pourvu aujourd'hui. Donc on est plus aujourd'hui dans du renouvellement de stations d'épuration plus que dans des installations neuves. Voilà. Donc, faut savoir aussi que ce système, qu'on a baptisé aussi la filière française, parce qu'il y a vraiment une French touch, on va dire, sur la manière de réaliser ces stations, filtres plantés de roseaux, est une filière qui est maintenant vraiment reconnue à l'international et on trouve, des French systems, des French reed beds, un petit peu, partout dans le monde, aujourd'hui. Et qui effectivement a accumulé un savoir-faire qui est reconnu aujourd'hui et qui vous donne cette légitimité à cette filière. Tout à fait, voilà, tout à fait, parce que, ben, comme le montrera après Monsieur Chanceau, c'est vrai qu'en termes de performance, en termes de fonctionnement, en termes de fiabilité, de robustesse aussi, et d'adaptation, notamment aussi aux variations de charge, parce qu'on sait que c'est des systèmes qui, enfin, les réseaux, aujourd'hui, même si on dit qu'ils sont séparatifs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas censés avoir d'eau de pluie, ou de trop grandes variations, bah, malheureusement, on a pas mal de réseaux défectueux qui, au final, vont, charrier pas mal d'eau parasite en temps de pluie, et donc entraîner des grosses variations hydrauliques, sur les stations d'épuration, et ça, c'est un système qui peut notamment vraiment bien encaisser ces variations-là et qui n'est pas trop, sensible. Je vous laisse continuer, Madame Donc Pin. Je ne voudrais pas que mes oui, questions vous donc empêchent ouais. de dérouler votre présentation parce Alors qu'effectivement, sur la slide suivante justement, on va voir, la répartition en fait sur les capacités de ces installations sur le parc français. Donc on voit qu'on est, comme disait François aussi, on est vraiment sur des petites collectivités. Donc la grande majorité, c'est des stations inférieures à 500 équivalents habitants. Mais il faut savoir qu'on a aussi des réalisations, à plus de 2000 équivalents habitants. Alors il y en a pas beaucoup en France, mais on a des installations jusqu'à 3500 équivalents habitants, et voilà, le message qu'on a envie de faire passer aujourd'hui aussi, c'est, bah, oui, il y a des avantages, certains, en termes d'économie d'énergie, en termes de fonctionnement, et il n'y a pas de limite, outre que le foncier, à faire des installations de plus grande capacité. Voilà. Mais il y a encore des gens qui sont un petit peu frileux à aller sur ces systèmes-là quand on dépasse les 1000 équivalents habitants. Donc sur la slide suivante, on voit un petit peu l'essor, enfin, dans les années, donc 90, où les filtres plantés de roseaux donc, étaient encore, assez timides, hein, on voit par rapport aux autres, systèmes type bois activé ou encore les lagunes, hein, qui ont eu leurs heures de gloire, sur les petites installations. Donc là, les filtres plantés ne représentaient que 3 des nouvelles installations, en dessous de 2000 équivalents habitants. Sur la slide suivante, on voit que, donc dès les années 2000, le système, représentait donc 28 des nouvelles installations en dessous de 2000 équivalents habitants. Donc il a pris de l'essor par rapport aux autres, systèmes de traitement, avec une filière qui est vraiment de mieux en mieux encadrée, avec beaucoup de publications et des guides de référence, qui ont été, édités et qui ont permis à l'ensemble des acteurs de monter en compétences et de fiabiliser vraiment les installations. Et enfin, sur la slide suivante, on voit que, dans donc les années 2010-2015, là, on a, aujourd'hui 60 des nouvelles installations en dessous de 2000 équivalents habitants qui se font sur ce principe de filtre planté de roseaux, et avec, un souci aussi des constructeurs permanent, et enfin des constructeurs, des organismes de recherche également, d'améliorer les systèmes et de les pousser un petit peu aussi, sur leurs limites, notamment, en termes de traitement, de l'azote et du phosphore qui sont, peut-être aujourd'hui dans la filière classique les choses qui peuvent être, améliorées. donc en fait, vous venez de nous faire part d'une information essentielle. J'allais vous interroger quant à votre première diapo, puisqu'en cumul, on voit bien l'évolution
des stations concernées par les filtres plantés en roseau. J'allais vous demander Oui, pourquoi il y avait une baisse derrière, mais voici la réponse. En fait, c'est le nombre de nouvelles steppes qui progressent moins vite, mais par contre, oui, c'est ça. en proportion, le traitement végétalisé a pris la plus grosse part du gâteau, si je puis dire. Exactement, voilà, exactement. Mais voilà, après, je vous dis, il y a encore sur les stations, on va dire 2000 à 2000, peut-être la proportion, elle est un peu moins importante. Donc, Ouais, c'est vrai qu'on pense que ce procédé pourrait être un peu plus représenté pour les capacités un peu plus importantes. Ouais, voilà. merci. Donc, pour conclure pour ma part, donc effectivement, on a en tout cas capitalisé beaucoup de retours de retours d'expérience et qu'on souhaite, comme disait François Cornet, enfin qu'on est en train de capitaliser avec le projet Everex que l'on mène avec INRAE, donc où on est en train de centraliser le maximum de retours d'expérience sur donc aujourd'hui, on a 1200 stations référencées dans une base de données avec plus de 3000 bilans 24 heures qui sont compilés, étudiés au niveau statistique pour vraiment fiabiliser les consignes en fait de réalisation de ces systèmes. Donc il y a encore comme on disait, bon, il y a un peu moins de marché, mais on a encore beaucoup de stations à réhabiliter. Donc progressivement, en fait, on remplace. Il y a un gros parc de stations qui ont été réalisées il y a 30 ans, 40 ans, des toutes petites boues activées ou des systèmes de lagunes ou des systèmes de filtre à sable que progressivement on est en train de remplacer. Donc le message, voilà, qu'on souhaitait passer qu'un procédé qui est aussi adapté aux capacités supérieures à 1000 équivalents habitants, sous réserve de foncier bien sûr, parce que c'est quand même un petit point important du système. Il faut savoir qu'il faut à peu près, pour les ouvrages de traitement, il faut 2 mètres carrés par habitant, mais en général, il nous faut quand même au moins 5 mètres carrés par équivalent habitant pour faire l'installation complète. Et puis, donc, c'est une filière qui est maintenant adaptée également à des réglementations plus strictes, y compris pour le traitement de l'azote global, du phosphore, voire même de la désinfection en dernière étape pour répondre aux nouveaux enjeux de réutilisation des eaux usées traitées qui, dans le contexte aussi de changement climatique, vont devenir des enjeux majeurs puisque pour réutiliser en fait et donner un nouvel usage aux eaux qui sont traitées en sortie des installations, par exemple pour de l'irrigation agricole ou d'irrigation d'espaces verts. Voilà Merci, Madame Pain. pour ma part, et puis je laisse la parole à Monsieur Chanceau. Voilà, j'étais en train de faire de rapides calculs mentalement suite à vos informations. Donc, si je vous ai bien compris, effectivement, il faut en connaître cet aspect des choses, la consommation de surface. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut avoir un certain potentiel. Si j'ai bien entendu, donc 5 mètres carrés par équivalent habitant, c'est-à-dire qu'en gros, une commune de 2000 habitants, c'est 1 hectare, quoi, en gros. Hein, ça correspond à peu près à ça, voilà, pour fixer les idées. Merci beaucoup, Madame Pain. Monsieur Chanceau, il nous reste à vous entendre. Jean-Philippe Chanceau, vous êtes technicien chargé de l'assistance à l'exploitation au syndicat Charente-Eau. Vous allez nous faire le retour d'expérience dont nous parlons depuis tout à l'heure, un retour d'expérience d'une collectivité sur les stations d'épuration à filtre planté de roseaux. Une manière pour nous d'aller nous transporter un peu plus avant sur le terrain pour voir concrètement comment ça se passe et les enseignements que vous pouvez partager. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien, on vous entend. Ok, je ne vois pas ma présentation. Elle arrive, C'est elle parti. arrive. Voilà, vous devriez la Oui, voir. donc, je vais vous présenter donc, la filière filtre planté de roseaux. Est-ce que je peux la faire défiler? Ça défile pas. Donc tout d'abord, je vais vous présenter donc, le retour d'expérience du département de la Charente. Ensuite, la présentation de la filière classique à 2 étages. On en a sur la plupart des départements de France. Les performances entendues, l'exploitation, le retour d'expérience de Jean-Jacques Lapalu et différentes filières combinées et des variantes qu'on peut avoir en filtre planté, les avantages et les inconvénients de la filière et quelques éléments de conception si j'ai le temps, et pour finir par la conclusion. Donc, le retour sur le département de la Charente. Donc, j'appartiens donc à un syndicat mixte Charenteau qui a la compétence SATES depuis 2014. Nous suivons un parc épuratoire de filtres plantés de 101 ouvrages avec 86 filtres à 2 étages, 5 filtres recirculés
2 filtres à un étage et 8 filières combinées. Donc la plupart de ces filières sont suivies de zones d'infiltration ou de zones de rejet, parce qu'on a des étiages assez sévères en Charente, voire des assacs, et donc il s'agit de protéger les milieux, et donc de diminuer les volumes rejetés vers les cours d'eau. Donc la présentation que je vous fais reflète le retour de fonctionnement de l'ensemble des ouvrages qui sont suivis sur le département de la Charente. Voilà, donc je vais vous présenter à 90% les filtres plantés qui sont faits, ce sont des filières à 2 étages avec roulement vertical. Donc le principe qui est simple, c'est un dégrayeur en tête de station d'épuration suivi d'une chasse d'un premier étage de filtre planté et d'une chasse secondaire qui va envoyer donc les effluents sur un étage secondaire pour épurer la totalité des effluents et les rejeter au milieu. Donc ces dimensionnements standards, c'est 2 mètres carrés par équivalent habitant et les filtres sont plantés avec des fragmites communs à peu près à 4 plants par mètre carré. Donc la première étape qui est indispensable, à mon avis, c'est le dégrayage pour enlever les macro-déchets, notamment tout ce qui est plastique, lingette. On voit sur la photo de droite, là, on voit des petits déchets, du plastique, tout ça. Donc si on va avoir des bouts qui sont à une qualité épandable ou compostable, on ne veut pas voir ces déchets-là, donc il faut absolument ce dégrayage. Donc on peut avoir des dégrayages manuels sur les petites stations. Après, sur des stations un peu plus grosses, à partir de 700 ou 1000 équivalents, des dégrayeurs automatiques, et aussi sur des postes assez petits, des paniers dégrayeurs. Donc tous ces équipements sont adaptés en fonction de la taille de la station et du réseau arrivant à la station, qui soit gravitaire au refoulement. Donc le premier étage va être constitué tout d'abord d'une chasse d'injection. Donc les chasses doivent stocker 2 à 3 cm d'eau répartis sur la surface du filtre. Et les vidanges des chasses doivent s'effectuer assez rapidement, avec des débits minimums de 0,5 m3 par mètre carré par heure. Donc, quand on a des terrains assez plats, il faut mettre des postes de relevage. Donc, ça, c'est le premier ouvrage. Et après, les autres ouvrages sont mis en place lorsqu'on a des terrains en pente. Et ce sont donc des ouvrages qui ne demandent pas d'énergie. Donc, on va avoir des siphons auto-amorçants et des chasses pendulaires. Donc, tous ces ouvrages-là sont équipés de flotteurs avec des tuyaux et des flexibles. Et après, on a aussi des chasses à clapet. En fait, c'est tout simplement un flotteur qui va se déclencher et qui va libérer un gros flotteur qui, lui, va lever un clapet. Et donc, ça va ouvrir la chasse et libérer l'eau. Donc, tous ces systèmes-là nécessitent une petite maintenance, puisque notamment tout ce qui est siphon et chasse, on va avoir des flexibles, donc, qui permet le mouvement haut et bas des flotteurs. Et ça, ils vont se sectionner au bout de quelques temps, donc entre 1 et 5 ans, le remplacement. Et pour ce qui est des chasses à clapet, dans le clapet, on a une petite membrane aussi qui suit à force de clapet sur le tuyau. Et tous les 1 à 5 ans, il faut prévoir de le changer. Voilà. Donc après la chasse du premier étage, on va se retrouver avec des ouvrages d'alternance. Voilà. Ce sont des systèmes assez simples qu'il faut mettre en place, et faciles à manipuler. Donc la première photo, c'est des clapets. Donc tout simplement, on les lève, on les referme avec des chaînettes, c'est assez simple. Après, l'emboîtement par tuyau, encore plus simple, c'est-à-dire que c'est un tuyau qu'on va déplacer dans des trous, dans des poutres souvent qui sont à la base de l'ouvrage, et on va pouvoir faire l'alternance comme ça. Bon, il existe aussi tout ce qui est vannes guillotine pression, essentiellement derrière les postes de relevage, les vannes guillotine à tirette aussi, qui fonctionnent très bien, et des vannes guillotine avec des leviers. Donc après le système d'alternance, on va avoir le système d'épandage à la surface du premier étage. Donc on peut avoir des puits artésiens sur la photo droite avec un dimensionnement de 50 m² par puits au grand maximum. Après, un tuyau de fente perforé, donc il peut passer sur des plots. Après, une rampe inox, donc multipoint à la surface du filtre planté. Et en dernier type, donc des rampes inox linéaires, donc qui vont aussi permettre légalement des eaux sur la surface. Donc il faut faire attention sur ce premier étage d'utiliser que des matériaux rigides, parce que du PVC en aérien va se déformer et donc poser des problèmes sur l'alimentation des filtres. Donc le filtre planté à lui-même du premier étage, il y a toujours 3 unités fonctionnelles, un temps de marche et 2 temps de repos, et le dimensionnement est de 1,2 m² par équivalent habitant, avec une alternance tous les 3-4 jours. Donc un filtre planté va être constitué tout d'abord de massin avec une géomembrane. Donc sur la photo de gauche en haut, on voit que la géomembrane va être protégée dessus et dessous par un géotextile, donc contre les poinçonnements qu'il peut y avoir du terrain et des graviers. Ensuite, sur cette géomembrane, on va placer un drain dans le fond, qui est branché avec la remontée de la ventilation. Ce drain-là va être recouvert d'une couche de gravier de 20-40, simplement pour assurer le drainage du fond du filtre. Après, on met en place une couche intermédiaire de 5-15 ou de 10-20.
Et pour finir, avec 40 à 60 cm de 2,4 ou de 3,6 en siliceux roulé lavé, qui lui va assurer la rétention des boues à la surface. Et il faut prévoir donc, pour le stockage de boue et aussi le stockage d'eau, une revanche de moins de 50 cm sur les filtres. Donc sur la photo de gauche, vous pouvez voir que donc on met en place les couches de gravier, mise en place, et vous avez des revanches là qui sont en talus avec les cheminées qui sont accolées. Sur la photo du milieu, vous avez donc un filtre qui est en démarrage avec formation de boue. Notamment là, ce sont des plaques de cellulose qui se forment parce que pour le moment, il n'y a pas un équilibre dans la boue, donc la cellulose n'est pas dégradée. Et donc sur la photo de droite, un casier de premier étage qui est fait avec des bordures béton. Voilà. Donc le système de drainage et de ventilation, c'est assez simple, c'est des épandrins. Alors il y a deux façons de les disposer. Soit on met le drain collecteur en petit talus, avec tous les drains collectés perpendiculairement, ou alors on peut avoir un drain en milieu axial qui va collecter de chaque côté les drains des filtres. Donc il est possible aussi d'avoir des drains en étoile avec un regard collecteur central. Donc ça fonctionne malgré la présence de zones mortes dans les parties les plus espacées entre les drains. Mais le 20-40 assure un bon drainage de ces zones. Donc il n'y a pas de souci. Donc le deuxième étage, on va retrouver sur le deuxième étage le même mécanisme que sur le premier étage. On va retrouver aussi les mêmes systèmes d'alternance et les mêmes systèmes de drainage. Donc ce qui va varier, c'est simplement le système d'épandage à la surface du deuxième étage, puisque là, on va épandre de l'eau qui est peu chargée en MES, donc on va pouvoir utiliser des rampes plus simples perforées. Donc soit des rampes en PH2 aériennes perforées, ou des rampes inox, soit fondues, soit perforées, ou des puits artésiens plus simples, qui vont permettre donc de répartir l'eau sur l'ensemble de la surface. Donc le filtre du deuxième étage, lui, n'est constitué que de deux unités fonctionnelles, un temps de marche pour un temps de repos, et il est dimensionné à 0,8 m² par équivalent habitant. Donc ce qui fait un temps de marche pour un temps de repos. Lui, il est constitué, donc, comme le premier étage, d'une membrane avec un drain, donc, qui va être effectivement recouvert de la couche drainante de 20-40, d'une couche intermédiaire de 5-15, d'une couche de 2,4 de 10 cm, et pour finir, le plus important, le 50 à 70 cm de 0,8 ou 0,4 siliceux, bien sûr. Et là, on va simplement prévoir une revanche de 10 cm parce qu'on ne va pas stocker d'eau et ni de boue, donc il n'y a pas besoin de prévoir de revanche. Donc les performances attendues sur ces filières-là, donc ça c'est des chiffres qui viennent du département de la Charente, avec des stations qui sont en moyenne à 50% de charge organique. Hein. Pour ce qui est de la DBO, on est systématiquement inférieur à 3, avec des rendements à plus de 98%. Pour la DCO, on est inférieur à 90 et avec un rendement supérieur à 90%. Les MES, on est inférieur à 10 mg, et pareil avec un rendement supérieur à 98%. Pour la NTK, on est inférieur à 2, avec un rendement de plus de 97%. Donc je vais vous parler plus tard de tout ce qui est azote total et phosphore. Là, c'est impossible d'avoir des rendements stables et qui tiennent dans le temps. Donc, nous, en Charente, les niveaux demandés qui sont classiques, c'est 25 mg en DBO et 90 en DCO, 35 en MES et 20 en NTK. Donc, pour ce qui est des performances sur le NGL, elles sont quasi nulles car la nitrification, elle est complète et le rejet contient beaucoup de nitrate en sortie. Pour ce qui est du phosphore, en fonction des saisons, on peut avoir soit des rendements de 30%, ou alors à d'autres moments, on va avoir des phénomènes de relargage. Donc là, on va avoir des rendements complètement négatifs. Alors, il y a des essais qui ont été faits avec le chloroférique, notamment dans le département 24. Cela est très efficace quand on l'injecte sur quelques semaines, mais le phénomène biologique de minéralisation dans les boues provoque ponctuellement des relargages, ce qui fait que la teneur de 2 mg dans le temps, elle n'est pas tenable. Donc, c'est pas quelque chose pour tenir une norme qu'il faut tenir. Voilà. Après, ça dépend de... Pour l'exploitation, deux dossages hebdomadaires sont nécessaires pour réaliser l'alternance des bassins, notamment le premier étage, et faire le nettoyage du grilleur manuel. Après, une fois par semaine, on va nettoyer la chasse parce qu'elle va s'encrasser, elle reçoit les eaux usées, et on peut faire aussi un désherbage manuel sur les stations qui sont en démarrage. La chasse intermédiaire, elle va être nettoyée qu'une fois par trimestre, puisqu'elle reçoit quand même des eaux claires, donc c'est ça beaucoup moins. Les chemins d'accès et les ouvrages doivent être tondus 1 à 2 fois par mois pour que l'exploitant puisse faire le tour de ces ouvrages. Tout le reste des abords peut faire l'objet d'un fauchage différencié, ou alors tondu moins souvent que les abords. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'au printemps, la mise en charge des bassins elle est peut-être nécessaire pour favoriser le développement des roseaux et tuer les adventices. On peut aussi prévoir le débouchage des rampes du deuxième étage qui peuvent contenir quelques bouts au bout du bouchon. Et donc, il faut pouvoir les nettoyer tous les 5 ans, ça peut suffire.
Ensuite, dernière grande étape, ce sont les fauchages du roseau qui est annuel, et effectué donc en hiver de novembre à février. Le curage des boues, enfin, du premier étage, s'effectue en fonction de la charge de la station, bien sûr, et en moyenne, c'est entre 10 et 20 ans. Donc, le retour d'expérience de Jean-Sec-La-Palue. Donc, c'est une station de 1700 équivalents, composée de 8 filtres plantés. Donc là, le dimensionnement est de 1 mètre carré par équivalent habitant, suivi de 3 lagunes. Donc, la station fonctionne dans son état actuel depuis 1987, avec une charge moyenne de 65% en organique et une charge hydraulique qui peut aller de 60 à 500% en hiver, puisqu'on draine des eaux de nappe. Et les rejets de cette station donc, sont calés sur des niveaux de rejet type lagune. Donc la rotation des lits, elle se fait quotidiennement. Donc on a un lit qui fonctionne par jour. Et le week-end, comme il n'y a pas d'alternance, on met en fonctionnement 2 lits pour pouvoir avoir à peu près la même charge massive. Donc le fonctionnement de la station de Jansac, depuis 2002, donc, il y a des bilans qui sont faits. On a plus de 40 bilans donc, qui ont été moyennés et synthétisés dans le tableau. Donc, comme c'est un rejet de lagune, on a forcément des éléments qui sont filtrés. Donc, tout ce qui est DDO-filtré, on a entre 3 et 18 mg par litre en sortie, avec une moyenne de 8. Pour ce qui est de la DCO-filtrée, on a entre 31 et 104 mg, avec une moyenne de 66. Pour ce qui est des MES, on a entre 2 et 78 mg, avec une moyenne à 44. Le MTK, on a entre 4 et 35 mg en sortie, et 22 en moyenne. Et l'azote total, on est entre 9 et 35 mg, avec une moyenne de 23. Donc, les filtres à Jansac ont été conçus et adaptés aux surcharges hydrauliques, donc notamment grâce à des regards de surverse pour éviter que les bassins débordent et donc pour éviter aussi de saturer avec des hauteurs importantes d'eau sur les filtres, de regards de surverse. Donc, ils vont diriger à un moment les excès d'eau vers le lagunage. Alors, pour ce qui est du curage, les filtres ont été curés 6 à 7 fois depuis leur création. Il n'y a pas eu de replantation ni d'ajout de gravier depuis qu'elle existe. Les drains fonctionnent bien. Donc voilà, vous avez en photo du milieu donc l'aspect des graviers. Donc c'est vrai qu'ils sont un peu colonisés par un peu de boue, par un peu de matière. Mais en fait, cette matière n'est pas collante au gravier, ce qui assure un bon drainage du filtre. Donc les filières alternatives un peu à la filière à 2 étages classique, en Charente, ce qu'on a, c'est des petites stations avec un étage simplement, de 1,2 m² en équivalent habitant. Donc ça peut suffire sous réserve que le niveau de rejet n'est pas trop sévère. Et on va souvent l'accompagner des réservés en sortie pour diminuer ou favoriser l'infiltration de l'écuyer. Après, on va avoir des filtres plantés à un étage recirculé, à 1,5 m² par équivalent habitant. Donc là, le but, c'est d'humidrifier, mais on a une humidification qui est partielle. Donc, vous avez des photos de recirculation qui permettent donc d'établir des recirculations à 20, 40, 50, 60%. Ensuite, on va avoir des filtres à étage recirculés avec noyage partiel du fond, qui sont des biofiltres. Et là, on a une humidification qui va être complète. Après, on va avoir des filières combinées avec des filtres recirculés, des filtres horizontales saturés. Là aussi, on va obtenir une humidification qui est complète. Après, on a une filière combinée qui va être soit un étage suivi ou précédé de lagune. Bon, l'exemple de Jansac-La-Palue, on va avoir un filtre planté suivi du lagunage, mais on peut aussi avoir des lagunes qui servent de décantation. Derrière, elles vont avoir un filtre planté. Enfin, on a un biofiltre qui est suivi d'un reflecteur aéré. Et également, on a en place donc, une filière de traitement des déversoirs d'orage, qui est une filière temps de pluie, donc qui est en service depuis 4 ans. Donc, les avantages et les inconvénients de la filière, donc on en a un petit peu évoqué déjà, c'est le traitement sans énergie. On a de très bonnes performances sur la pollution carbonée et ammoniacale. Donc, les boues sont solides, elles sont de type compost, avec la présence de vers de terre dans les boues, et surtout, il n'y a pas d'odeur. Donc, l'exploitation est simple et peu technique. Il y a une bonne intégration paysagère des filtres. Il y a une grande tolérance aux surcharges organiques ponctuelles et hydrauliques. Et il y a une bonne fiabilité du traitement du 1er janvier au 31 décembre. Alors, pour ce qui est des inconvénients, voilà, donc on a des rejets qui sont chargés en nitrate, ça c'est clair, pour la filière à 2 étages. On a une nécessité d'emprise importante qui est de 4 à 5 m² par équivalent habitant. Et le focardage annuel des roseaux est une intervention lourde. Ça peut être lui-même. Aujourd'hui, on essaie de mécaniser de plus en plus, grâce à des machines adaptées, cette opération. Je ne sais pas, je suis dans le temps, je vais passer sur la conception. Oui, rapidement, si vous voulez, peut-être un ou deux mots-clés qui peuvent intéresser
Pour la ceux qui conception, vous écoutent. Oui, alors pour la conception, ce qui est important, moi je dis, c'est la sortie du filtre. Je vais passer sur la diapo 2. Notamment mettre en charge quand on a des surcharges hydrauliques. Il faut prévoir des regards de surverse, donc pour éviter le débordement des bassins, et mettre les cloisons de séparation plus basses que la périphérie. Ça permet d'utiliser ponctuellement les autres lits avant de surverser les effluents. Donc on optimise la filtration avec les autres filtres. Donc ça, c'est la photo que vous avez en haut à droite, où on voit que les 3 bassins sont saturés, et après on peut surverser. Donc en sortie de premier étage aussi, ce qu'on peut faire, c'est de mettre un T avec une réhausse et une vanne. Donc ça permet de mettre en charge les bassins pour détruire les adventices. Donc en noyant les filtres, les plantes autres que les roseaux vont être détruites. Ça permet également, grâce à cette vanne, de réguler les débits de fuite du premier étage lorsqu'on a des surcharges hydrauliques. Et donc le deuxième étage, et notamment les zones d'infiltration derrière, ne subissent pas ces surcharges hydrauliques. Il y a une lissage du débit de sortie, et donc ça peut protéger ces ouvrages-là. Et enfin, pour finir, il est important de savoir que le phragmite commun est la seule espèce efficace. Et il faut faire attention aux faux roseaux. On a eu des soucis avec des horticulteurs qui nous ont fourni ces roseaux, et ça n'est pas du tout efficace. En conclusion, donc voilà, donc la filière végétalisée filtre planté, c'est une filière rustique très adaptée aux petites collectivités, une filière sans énergie intégrée dans son environnement, c'est une exploitation simplifiée et peu technique. C'est une filière donc, qui aujourd'hui peu dénitrifiée et déphosphatée, notamment grâce à l'apatite, des travaux qui sont faits donc, suivis par Pascal Moll. Une durée de vie supérieure à 40 ans, l'exemple de Jean-Jacques Lapalus. Une filière tolérante aux surcharges organiques et hydrauliques. Donc, une filière fiable sous réserve d'une bonne réalisation et d'un bon entretien. Une filière résistante à différentes pollutions non domestiques et accidentelles, j'insiste bien accidentelles, et une évacuation des boues solides tous les 10 à 20 ans. Donc, pour finir, c'est des boues qui sont directement compostables, et elle est adaptée aujourd'hui à la réglementation Covid, parce qu'on n'a pas besoin de faire venir de centrifugage comme on aurait besoin de le faire derrière une fosse septique ou un décanteur. Donc là, il faut faire venir une machine, et donc on a des coûts supplémentaires. Donc ça, c'est important. La réglementation Covid nous permet d'affranchir de surcoûts de traitement. Voilà. merci beaucoup, Monsieur Chanceau. En tout cas, vous êtes un ambassadeur convaincu, semble-t-il, à en juger par votre dernière diapositive et puis à votre tableau avantages-inconvénients. On a compris tout l'intérêt, effectivement, de cette technologie qui est mature, on l'a bien compris. On voit aussi qu'elle est particulièrement technique au niveau de sa conception, mais pour la bonne cause, si je puis dire, puisque, comme vous l'avez dit, l'exploitation est considérablement simplifiée et accessible, j'imagine, y compris à de petites collectivités, comme vous l'avez parfaitement démontré. Merci beaucoup pour cette présentation très concrète d'un cas, un cas de terrain, une illustration parfaitement claire. Il nous reste 1 ou 2 minutes pour d'éventuelles questions. Alors, pas de questions précises sur le chat à ce stade, c'est que vous avez été particulièrement précis et descriptif. Je voulais peut-être interroger Madame Pin, dont je crois savoir que vous êtes impliquée, Madame Pin, dans des projets d'innovation. Vous vous intéressez à l'évolution de cette technique en permanence, au quotidien. Je me posais la question de savoir, on parle de premier étage, deuxième étage, on voit effectivement l'importance primordiale, comme ça vient d'être rappelé par Monsieur Chanceau, du phragmite. Je pensais au niveau des végétaux. Est-ce qu'il y a des investigations qui ont été faites pour d'autres usages à terme, vu justement la contrainte technique du faucardage, par exemple, qui semble assez lourde? Est-ce qu'on peut imaginer demain, dans le cadre de la dénitrification, par exemple, de faire profiter d'autres plantes pour des usages énergétiques ou autres, par exemple? Alors, c'est vrai que la réutilisation, on va dire, des plantes pour l'énergie, ça se pratique, mais c'est plutôt dans un contexte c'est pas forcément dans la filière de traitement, mais plutôt en sortie de la filière pour redonner un usage à l'eau traitée. Donc, par exemple, et pour éviter des fois aussi des rejets au milieu naturel. Donc, on va implanter ce qu'on appelle, par exemple, des solets ou des taillis à courte rotation ou des systèmes où on va essayer de produire en fait avec l'eau traitée du bois valorisable en énergie ensuite. Le roseau en lui-même, les volumes sont quand même assez faibles au final de déchets qu'on récupère seulement 1 fois par an. Donc voilà, simplement ces déchets-là, on va les composter, ça va pouvoir partir avec la filière déchets verts de la commune.
Voilà. Après, je me permets juste aussi de rebondir par rapport à ce qu'a dit Monsieur Chanceau sur le traitement du phosphore. Donc, c'est un sujet aussi important aujourd'hui parce on a des milieux qui sont sensibles, hein, et c'est un paramètre qui est souvent déclassant pour les cours d'eau. Parce que c'est un paramètre qui, même s'il n'est pas polluant en soi, il va à forte dose créer des phénomènes d'eutrophisation dans les milieux naturels. Et donc il y a eu beaucoup de recherches pour améliorer les performances de ces systèmes qui sont, voilà, ça reste quand même un petit peu le point faible aujourd'hui. Et donc c'est vrai qu'il y a effectivement, comme disait Monsieur Chanceau, les solutions type matériaux réactifs comme l'apatite, qui a été beaucoup étudiée par INRAE, mais qui malheureusement présente aujourd'hui des difficultés d'approvisionnement de ce matériau, puisque ça provient on n'en trouve pas en France en fait, donc il faut le faire venir d'Europe du Nord notamment. Et donc, alors la question du chlorure ferrique, c'est un réactif, hein, qui est couramment utilisé pour les installations de type classique, on va dire, hein, les stations de type bois activé. Effectivement, il y a eu quelques expériences pas forcément concluantes en Dordogne, mais il y a dans d'autres départements aujourd'hui beaucoup d'autres réalisations qui ont été beaucoup plus, qui fonctionnent, notamment dans le Bordelais. Je peux vous citer la station de Lagorce qui fonctionne depuis maintenant plus de 5 ans, et où le système d'injection du réactif n'est non pas fait en tête de l'installation, mais vraiment dans un ouvrage séparé où on traite les boues de manière indépendante par rapport à la filière roseau en elle-même. Et du coup, cette combinaison est possible et permet d'atteindre des performances fiables et durables, mais sous réserve, voilà, d'une installation vraiment spécifique et d'une conception maîtrisée. Voilà. Mais aujourd'hui, on doit avoir sur le territoire national au moins plus d'une vingtaine de stations de 300 à 2000 équivalents habitants, avec traitement du phosphore physico-chimique, qui donne des performances tout à fait satisfaisantes. Merci beaucoup, Madame Page. Je me permets de vous presser un peu pour vous permettre de répondre encore à une ou deux questions dans les 2 minutes qui nous restent. Alors, je consulte le chat avec les différentes réactions qu'ont pu susciter vos interventions. Alors ici, peut-être des réactions d'un de vos confrères, probablement, qui indique que les installations vont jusqu'à aujourd'hui 4500 équivalents habitants, et qui précise que dans les systèmes les plus aboutis, après 10 ans de développement, on peut aujourd'hui envisager de réduire les surfaces jusqu'à moins de 1 mètre carré par habitant en fonction des niveaux de rejet exigés. Je vous laisserai apprécier ces affirmations, mais j'ai surtout une question de Florence qui vous demande, avec le bilan réalisé sur l'ensemble des équipements, quid des micropolluants médicaments avec ces systèmes, donc les résidus médicamenteux, j'imagine. Voilà. Qu'en est-il sur ce produit en particulier, sur ce rejet en particulier, sur ce déchet? Je réponds, oui. Donc, allez-y. Du coup, oui. Sur les produits médicamenteux, donc il y a eu quelques études de fait sur les performances de ces systèmes. Bon, l'épuration n'est pas totale. On a une certaine épuration malgré tout, qui est à peu près équivalente à celle que l'on retrouve dans les systèmes classiques type bois activé. On fait pas, on va dire, on fait pas plus, pas moins. Voilà. Après, si vraiment on veut traiter, parce que le problème des médicamenteux, c'est que c'est des doses vraiment très très fines, donc il faut aller vraiment pousser le traitement au maximum. Donc, comme dans les stations plus classiques, il faut mieux ajouter un traitement tertiaire, vraiment de microfiltration ou d'ultrafiltration, ou on peut aussi faire ce qu'on appelle, ce qui est de plus en plus répandu, des zones de rejet végétalisées, où là on va toujours essayer de traiter avec des mécanismes naturels, mais il faut beaucoup de foncier, et le traitement n'est pas forcément total. 100% efficace. Après, D'accord, en tout cas. Oui. Voilà, 100% efficace. Enfin, c'est une problématique qui est commune à toutes les stations, hein, finalement. Exactement. Voilà. Et alors c'est pas aujourd'hui, c'est vrai spécifique, qu'on n'a bien sûr. pas de réglementation non plus qui impose
peut-être ça viendra par la suite, mais aujourd'hui, la réglementation ne pousse pas à faire des traitements poussés à ce niveau-là, quoi. Très bien. Merci beaucoup, Madame Pain. Merci, Monsieur Cornet. Merci, Monsieur Chanceau, pour vos interventions respectives. Nous sommes arrivés à l'issue et à la fin de cette conférence, dans le temps qui nous a été imparti. Merci pour votre présence parmi nous Je vous à en Bordeaux, prie. Monsieur Cornet. Merci à vous qui êtes à distance, Monsieur Chanceau, Madame Pain. Et puis, à bientôt pour la prochaine conférence qui démarrera dans une quinzaine de minutes maintenant. Vous qui nous suivez en direct sur YouTube, et merci également à vous pour vos contributions à travers vos questions sur le chat. 3, 2, 1.